Je voudrais, s'il vous plaît, on va donc démarrer cette séquence avec un petit peu de retard. On va finir avec un quart d'heure plus tard. Et merci à Hélène Grindel, ma collègue secrétaire générale adjointe de la Ligue de l'enseignement, qui nous a rejoint hier soir tard, qui s'est elle-même couchée très tardivement, d'être en pleine forme, comme d'habitude. Et puis à son invité, Stéphane Vincent, qui est délégué général de la 27e région. Et une nouvelle fois, cette musique de science-fiction va vous expliquer ce qu'est la 27e région. Ce n'est pas un concept, c'est un espace intéressant et qui va prolonger le travail qu'on a engagé hier avec, qu'on a réengagé hier, ça fait plusieurs années, mais avec Arnaud Prof, notamment dans, j'allais dire, l'approche des politiques publiques. C'est un élément extrêmement important, non pas seulement pour savoir comment nous pouvons mieux être portés par cette politique publique, mais surtout comment on peut aussi participer à leur définition, à leur mise en place, bref, comment on peut ensemble tracer un bout du chemin. Ils vont nous expliquer tout ça, c'est l'objet de cette intervention. Je vous demande maintenant que tout le monde est au calme. Dès que notre ami de la JPA aura rejoint sa chaise, présente Basile, le juriste de la JPA, n'hésitez pas. Le spécial directeur, c'est lui. Je vais, juste avant, passer la parole aux collègues qui s'occupent du CED, le label CED, et notamment de l'évolution du label. Vous avez un petit questionnaire qui vous a été imposé à l'entrée de la salle. Et ce petit questionnaire très rapide que vous finissez de remplir avant que nous commencions nécessite 2 minutes d'explication. Et je laisse ma collègue vous le présenter. Bonjour à tous. Comme vous le savez peut-être, on a entamé un chantier de refondation du label suite aux divers constats des uns et des autres sur l'inefficience et l'évolution nécessaire de la démarche. Et à cet effet, on a entamé une démarche de mobilisation et de recueil de propositions, d'idées, d'attentes, de besoins des membres de CED et de tout le réseau Ligue plus largement, pour en vue de nous faire part de tout ce que vous pourriez nous apporter comme matière pour travailler, mouliner et puis œuvrer pour cette nouvelle formule de label qui sera peut-être pas CED, voilà, on ne sait pas encore. Donc il y a trois moyens de participer. Le petit questionnaire, ça c'est le moyen, le premier. Ensuite, il y a, si vous souhaitez participer au groupe de travail, vous pouvez venir me voir pour que je vous note vos coordonnées et que vous soyez destinataire des mails. Et puis éventuellement participer aux réunions, etc. Et puis le troisième, c'est venir aux rencontres nationales de l'EDD qui ont lieu début novembre, où là on a repensé complètement le programme pour vraiment ouvrir et accueillir toutes les personnes qui sont concernées par l'EDD et pas que historiquement les centres CED ou les centres de loisirs. Voilà, donc soyez les bienvenus aux rencontres nationales. Il y a des ateliers de travail sur la refondation de CED voilà, pour essayer de co-construire collectivement cette nouvelle formule. Et merci de nous renseigner, de nous rendre le questionnaire à la fin de la séance. Donc pour rendre le questionnaire, vous le redonnez aux interlocuteurs. Je crois qu'il y a une boîte aussi à l'accueil. Enfin, c'est ce qui est écrit sur le questionnaire à la fin, je pense. Et 2 remarques. Les rencontres ont lieu à Xion-Rue. Vous avez le programme dans votre dossier qui a été remis hier. Et deuxième remarque, il n'était pas inefficient, ce label CED, mais il a 20 ans. Et à 20 ans, il faut changer de vie, prendre son autonomie, grandir. Donc il est temps de réviser tout cela. Nous allons donc faire ce travail, et merci aux collègues qui s'y collent, parce que c'est un beau projet, un élément constitutif de notre réseau qu'on veut resituer vraiment au cœur des politiques portées par la Ligue. 27e région, Hélène Grindel, à vous le micro, à vous Paris. Non. Ouais, là ça va. Bonjour à tous. Si ça marche, mais il faut
faut que je parle fort parce que peut-être hier soir, en discutant avec de la musique en fond, j'aurais un peu perdu ma voix, peut-être. Je suis chargée d'accueillir Stéphane Vincent, le délégué général de l'association La 27e Région, qui a une petite dizaine d'années, qui à l'origine réunit des régions, c'est-à-dire des conseils régionaux, et qui s'était donné pour objet d'approcher l'innovation publique et la transformation des politiques publiques régionales. C'est ça l'origine. C'est très simple. Alors, vous avez hier abordé dans une séance assez intéressante, paraît-il, de ce que vous m'en avez dit, pour ceux avec qui j'ai pu échanger ce matin, une première de séance qui permettait d'approcher ce que c'est l'innovation, un terme clé, une conception à la mode. Ce matin, le choix que nous avons fait en invitant la 27e région, c'est de situer l'innovation sur le champ des politiques publiques et peut-être en particulier de nous intéresser à ce qu'on appelle, dans le monde associatif, dans le monde de l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale. C'est juste ce qu'on fait pratiquement tous les jours, depuis quasi 150 ans dans le réseau. Moi, mon approche de l'innovation sociale, c'est celle qu'on partage avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est en fait considérer que les acteurs associatifs sont sans doute les mieux placés pour repérer des nouveaux besoins sociaux, ce qu'on appelle les signaux faibles. Les collectivités locales en particulier sont toujours intéressées par le monde associatif parce qu'ils portent cette capacité à analyser un besoin qui est en train d'émerger, auquel on ne sait pas encore tout à fait répondre. Et on dit que le monde associatif est porteur d'innovation sociale parce qu'en face d'un nouveau besoin social, on va trouver, avec des habitants, avec des usagers, avec des citoyens, une solution. Voilà, c'est peut-être ce qu'on peut entendre ce matin quand on parlera d'innovation sociale. On a construit notre temps d'échange ce matin avec l'idée de faire un pas de côté. Le pas de côté, c'est regarder comment la 27e région, depuis une dizaine d'années, analyse et accompagne des collectivités. Alors en premier lieu, c'était les conseils régionaux, le territoire régional, qui est un très grand territoire. Et puis ces dernières années, la 27e région s'intéresse à bien d'autres collectivités locales. Mais en tout cas, c'est l'idée de développer, avec un peu de méthode, les approches créatives. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On va un peu regarder. Moi, ce que je vous propose ce matin, c'est d'entendre dans un premier temps Stéphane, avec deux oreilles et peut-être avec deux entrées. On a construit notre propos comme ça. Il y a la transformation interne et puis notre capacité à intervenir dans la transformation externe. La transformation interne, c'est nous regarder nous et tenter de dire comment ou à quelles conditions on peut favoriser des nouvelles façons de produire des services, des actions, des activités quand on est acteur, bénévole, militant, salarié d'un des secteurs d'activité de la vie de l'enseignement. Voilà, ça c'est la transformation interne. C'est ce qu'on travaille en permanence, peut-être en particulier cette année, au Rassemblement national, qui met en avant cette idée d'innovation. En fait, ça nous interpelle dans les conditions qu'il faut réunir pour enclencher une démarche de transformation en interne. La transformation externe ou l'innovation, c'est notre deuxième oreille, la capacité d'innovation des territoires et comment on peut contribuer, nous, à faire de la transformation externe, c'est nous rappeler qu'avant tout, et ça aussi c'est valable depuis à peu près 150 ans, on est acteur des politiques publiques dans le sens où on identifie des besoins sociaux, on tente d'y répondre, et à un moment, la puissance publique prend le relais et ça se transforme en politique publique. Et on a vocation à ne jamais se situer comme des prestataires des collectivités locales, ne faisant que répondre à des marchés publics par exemple, mais avant tout redire que notre ambition c'est de contribuer à la définition d'une politique publique et puis ensuite contribuer de la façon la plus innovante possible à la mise en œuvre de cette politique publique. Et du coup, il faut qu'on regarde, il faut qu'on comprenne ce que les porteurs de politique publique, ce que les élus locaux ou nationaux entendent quand ils ont cette injonction à notre égard de faire de l'innovation. On n'est plus capable de remplir un dossier de demande de subvention sans utiliser le mot d'innovation, et puis de toute façon,
vos projets, on va arrêter de les financer parce que vous n'êtes pas suffisamment innovants. Stéphane, tu vas essayer de nous dire un peu, dans la tête d'un élu local, dans la tête d'une collectivité, ce qui se dit, ce qui se joue derrière ce terme d'innovation. Alors on a bien discuté à plusieurs reprises pour préparer cette table ronde, et puis ce sera le mot de conclusion de mon introduction. On était d'accord pour dire aussi que peut-être il fallait qu'on mette à la poubelle ce terme d'innovation, et qu'il fallait qu'on le remplace, c'est le travail que vous avez commencé hier, qu'on le remplace par des termes un peu plus précis pour sortir du piège de l'injonction à l'innovation. Donc on commence volontairement par un exemple très concret de ce que c'est que de l'innovation sur un territoire et comment ça se décline à travers une expérience que la 27e région a vécue. Et un deuxième temps, toujours par Stéphane, qui dit ce que c'est la 27e région, comment ça se structure, à quoi ça sert aux côtés des collectivités. Et puis dans un troisième temps, on essaiera ensemble d'identifier du coup nos atouts pour dire qu'on peut porter auprès des collectivités locales comme auprès des nouveaux membres du gouvernement ces démarches d'innovation quand on est acteur associatif de terrain. Ça marche ? On déserte tout de suite ce petit espace-là. Stéphane sera plus à l'aise pour dérouler le PowerPoint et puis moi je vais l'écouter depuis la salle. Bonjour, content d'être avec vous. En général, quand je montre ce logo, il y a quelqu'un dans la salle qui me dit « Est-ce que vous allez changer de nom ?» 27e région, effectivement, on a créé ce projet quand il y avait en France 26 régions, 26 conseils régionaux. Et on a préparé ce programme avec ce qui s'appelait à l'époque l'Association des régions de France, qui réunissait les présidents des 26 régions. Aujourd'hui, il n'y en a plus 26. À l'époque, on avait trouvé ça marrant, plutôt que d'appeler ça le laboratoire des régions. Donc voilà, on est bien embêté avec notre nom maintenant, mais on a décidé de ne pas en changer. Voilà, c'est pas grave. On s'est dit, tant pis, c'est pas grave. Je ne vais pas d'abord effectivement vous dire ce qu'est la 27e région, j'en parlerai après. Je vais plutôt vous parler directement d'un cas. Alors, on se téléporte, on n'est plus à Toulon, on est à Lezoux. Il y a des gens qui connaissent Lezoux ici. Vous connaissez? Vous êtes basé là-bas, à Clermont. Lezoux, c'est combien? C'est 8000 habitants, je crois, à peu près. En fait, on est dans le cadre d'une communauté de communes qui s'appelle Dor et Allier, qui est pour l'ensemble de communes environnantes, et on est en 2012. Et en 2012, le conseil municipal, enfin, la communauté de communes, avec des financements du ministère de la Culture, du département du Puy-de-Dôme et puis un peu de la région aussi, décide la création d'une médiathèque. 6 millions d'euros à investir dans une nouvelle médiathèque. Et au fond, c'est pas si simple, parce que les élus se disent on doit construire un équipement nouveau qui doit continuer à produire des effets dans 10, 15, 20 ans. Et au fond, il y a même des opposants, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a plus besoin de médiathèque parce que les gens sont supposés être connectés, ont Internet chez eux, après tout, est-ce que c'est vraiment utile d'investir dans un équipement comme ça? Donc il y a des débats au sein du conseil municipal, au sein de la Comcom, et puis même les élus en charge se disent mais c'est quoi une médiathèque au fait? Et tout le monde se projette dans son expérience de ce qu'on appelait avant les médiathèques, les bibliothèques, enfin voilà, c'est finalement c'est un sujet assez compliqué. Alors il va se passer la chose suivante. Alors je vous expliquerai après dans quel cadre, mais on crée une petite équipe de 4 personnes que vous avez à l'écran. Il y a Blandine, Adrien, Elisa et Damien. Blandine est médiatrice culturelle. Et elle a déjà une expérience du travail en médiathèque. Adrien et Damien, ce sont 2 designers. Alors, c'est des gens qui ont fait des écoles d'art et d'industrie. Donc, il y en a à Paris, il y a une école qui s'appelle l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle. Il y en a à Nantes. Pas loin d'ici, il y a des formations aussi près de Marseille. Ce sont des gens qui sont des spécialistes de la conception.
Ils savent construire des produits, des services. Je crois que vous avez parlé hier d'innover dans les produits et services. C'est des gens qui sont des spécialistes dans la conception créative. Et puis Elisa, elle dirige un collectif qui s'appelle De l'Air, qui est à Crest, dans la Drôme. Il y a des gens de la Drôme. Crête, je peux dire Crête. Ah, pardon. C'est comme Chamonix, il ne faut pas dire. Le collectif De l'Air est un collectif d'intervention urbaine. Ce sont des bons praticiens de l'art dans la rue, de l'art côté du politique. On a constitué cette petite équipe, et cette équipe, elle va élire domicile à Le Zouk pour essayer de comprendre ce que pourrait être cette médiathèque. Là, on est dans un espace qui est Alors, il faut comprendre que quand on arrive, et quand cette équipe arrive et qu'elle commence à aborder le sujet de la médiathèque, il y a plein de gens dans la rue qui disent « mais non, il ne va pas y avoir de médiathèque du tout ici ». Souvent, les politiques oublient que ce n'est pas parce que ça a été dit en conseil municipal que les gens le savent. Et puis cette médiathèque, si elle voit le jour, les gens la verront dans 2, 3, 4 ans. En réalité, ils l'ont vu même 5 ans après, parce qu'elle a été inaugurée simplement en juin dernier. Donc c'est très abstrait en fait cette histoire. Donc que fait l'équipe ? D'abord, elle demande à disposer d'une salle centrale au sein du bourg de Le Zouk. C'est l'ancien office du tourisme qui ne sert plus à personne, il est désaffecté. Et en une matinée, elle le transforme en fausse médiathèque. Elle met dans la vitrine, on ne le voit pas là, mais elle met des piles de bouquins et elle affiche sur la vitrine de l'ancien office du tourisme médiathèque en chantier. Et en gros, elle simule, elle fait comme si la médiathèque existait. Là, du coup, c'est plus facile de parler avec les gens de cette médiathèque parce que les gens passent devant. Là, on voit, il y a des dames qui rentrent avec leurs landaux, leurs enfants, et qui disent qu'est-ce qui se passe ici. Donc, tout d'un coup, il y a une discussion qui s'amorce avec les gens des habitants de Le Zouk. Et puis, progressivement, en fait, l'équipe, elle va faire un travail un peu de détective. Elle essaye de comprendre qu'est-ce que les gens attendent de ce projet, quelles sont les pratiques culturelles que les gens ont déjà. Est-ce qu'il y a déjà des médiathèques dans les environs? Il y en a une à quelques kilomètres. Et donc, elle va un peu essayer d'enquêter. Là, on voit par exemple Damien en train... il a organisé une session le soir, il a réussi à inviter une dizaine de personnes et il va leur faire parler de leurs pratiques culturelles à échelle de 20 km. Qu'est-ce qui se passe dans le territoire? Et il recueille comme ça des indices. Alors il y a des choses qui sont, les gens disent, ne sont pas très intéressantes, mais d'autres en revanche, il y a des choses vraiment, des idées, des choses à garder. Au passage, il voyait bien qu'il ne leur demande pas simplement, il ne leur pose pas la question comme dans un questionnaire. Il a créé une fausse carte du territoire où les gens peuvent un peu se projeter. Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il crée des outils de médiation qui facilitent la discussion. S'il leur demandait simplement quels sont où est-ce que vous allez aujourd'hui pour chercher des bouquins, les gens vont éventuellement avoir du mal à... Là, il invente des outils de représentation pour faire ça. C'est un peu son boulot de designer de faire ce genre de choses. On est dans la première semaine, et cette première semaine va servir à l'équipe à collecter plein d'indices. Ce que fait également l'équipe, c'est qu'elle va à la bibliothèque départementale de Clermont, parce qu'il faut comprendre, il faut dézoomer, il faut sortir de Le Zouk et se faire expliquer comment ça marche, le système politique de lecture à l'échelle d'un département. On visite la bibliothèque départementale et on comprend, on se fait expliquer comment ça marche. Et donc on découvre par exemple que, moi je n'avais pas imaginé, mais si vous voulez commander, je ne sais pas, vous êtes à Le Zouk, vous voulez commander le dernier Musso, il y a un système de réservation, la bibliothèque départementale a ce bouquin, il va y avoir des navettes qui vont livrer, il y a tout un système de livraison, de commandes, d'inscription, de stockage de bouquins. Donc on visite la bibliothèque départementale, on s'aperçoit que une grosse partie du personnel s'occupe de stocker les bouquins, de les protéger, etc., de les faire livrer. Donc on essaye d'avoir une vision, j'emploie des gros mots, mais systémique. Quand on regarde à l'échelle du département, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, on est frappé de voir que ça consomme, en termes d'empreinte carbone, c'est pas génial quand même. C'est-à-dire qu'il y a des bagnoles, des navettes qui circulent toute la semaine entre la bibliothèque départementale et toutes les médiathèques. C'est assez long pour obtenir un bouquin. Enfin, on essaye d'analyser les indices qu'on recueille. On visite les bibliothèques qui existent déjà dans le département.
Mais au fond, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'aller chez les gens et d'essayer de voir comment les gens consomment du livre. Est-ce qu'ils ont des bouquins chez eux? Où ils les mettent? Qu'est-ce qu'ils en font? Donc on a comme ça une série de portraits d'usagers. Alors je ne vais pas vous tous vous les montrer là, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens, quelles sont leurs pratiques de lecture, où est-ce qu'ils rangent leurs bouquins. Alors je vous passe toutes les photos qu'on a de bouquins dans les toilettes, sur je crois que j'en ai sur les tables de chevet. Et puis on découvre aussi, parce que les élus ne se rendent pas forcément compte, mais les habitants de Lezou, ils ont des pratiques de lecture numérique, donc ils utilisent des tablettes et des outils comme ça. Donc nous, on collecte un maximum d'outils de signaux comme ça. Mais à la fin de la semaine, surtout ce que ce travail nous a permis de faire, alors c'est pas lisible, c'est considérer simplement le principe. Ce que va faire l'équipe, c'est qu'au fil des entretiens, elle repère des nœuds, des obsessions, des trucs qui reviennent tout le temps. Par exemple, les bibliothécaires déjà en place sont inquiets sur la place du numérique dans la future médiathèque parce qu'ils ont peur du piratage. Le problème des fichiers numériques, c'est les bouquins ça va, mais les fichiers numériques, c'est est-ce que les gens vont pas pirater des œuvres, etc. Une autre obsession, c'est les parents qui sont inquiets, qui s'interrogent sur la place des jeux vidéo dans la future médiathèque. Ils disent en gros, mes gosses sont déjà collés à la console toute la soirée. Est-ce que la place du jeu vidéo, est-ce qu'elle est bien à la médiathèque? Donc nous, on a identifié comme ça une dizaine de nœuds de thèmes qui reviennent dans toutes les conversations. Et en fait, ce que l'équipe va faire, c'est qu'elle va faire des hypothèses sur chacun de ces thèmes et elle va faire des tests. Donc je vais vous présenter ce qui se passe plutôt en deuxième semaine. Donc il faut comprendre, hein, l'équipe elle est là pendant une semaine complète. Ça veut dire qu'elle est là du lundi matin au samedi matin, on va dire, et elle passe beaucoup de temps avec les gens en fait. C'est une équipe à la fois nouvelle, les gens les voient débarquer le premier jour et se demandent qui ils sont, mais elle mange avec les bibliothèques et elle passe du temps. C'est tout le contraire de ce que permettrait de faire une réunion de 2 heures avec les usagers, quoi. Là, l'équipe passe quand même des journées entières avec les habitants. Et donc, du coup, ce que l'équipe prépare pour la deuxième semaine, elle revient un mois plus tard, donc c'est la deuxième semaine, et là, elle va réaliser des tests. Alors, c'est un peu sombre, mais ce qui se passe sur cette photo, c'est... en fait, ça nous intéresse, cette question des jeux vidéo dans la future médiathèque, et la façon dont on voudrait traiter ça, pour essayer de comprendre ce qui se joue, c'est qu'on va organiser une soirée où on va demander aux enfants, aux parents de venir avec leurs enfants, d'amener avec eux la console vidéo. On va aussi demander à un éditeur, il se trouve qu'à Clermont-Ferrand, il y a un éditeur de jeux vidéo, une société qui vend du jeu vidéo, qui édite et vend des jeux vidéo dans toute la France, donc qui elle va pouvoir raconter aux parents et aux enfants l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire montrer ce qu'il y a derrière la console et la vision que les gens ont. Et donc on va faire une soirée où on va faire une controverse sur les jeux vidéo, où les enfants vont jouer avec les parents sur la console. Et du coup, à la fin de la soirée, la vie est plus contrastée. C'est-à-dire que les parents disent, bon, ok, les jeux vidéo dans la prochaine médiathèque à certaines conditions. Donc voilà, et puis en plus les gens disent, à la fin de cette soirée, je me souviens bien, je pensais, est-ce qu'il y aura des soirées comme ça dans la future médiathèque? Est-ce qu'on organisera des soirées débats, controverses? Donc voilà, il se joue un truc assez intéressant. Autre thème, c'est les fichiers et le risque de piratage. Là, l'équipe dit on va faire un test qui sera le suivant. Donc là, vous avez Damien au milieu, il y a une agent de la Comcom à côté et un habitant de Lezou. Et ensemble, ils vont construire une espèce de cabane, une cabine plus exactement, qu'ils vont appeler cabine de téléchargement libre. En fait, ils vont mettre, on ne le voit pas, mais on ne le voit pas sur la photo, mais il y a un écran d'ordinateur et un disque dur externe. Et en fait, la cabine, elle va être construite en une matinée, et on la place à l'extérieur de notre faux office du tourisme, fausse médiathèque. Et on met sur le disque dur des fichiers libres de droit, d'ouvrages, de films, etc. Et on va laisser la cabine 2 semaines dehors pour voir ce que les gens font.
Pour faire atterrir ce débat sur le risque de piratage et pour le rendre concret, pour voir, d'abord on va voir si les gens prennent soin de cette cabine ou s'ils la pètent dès la première nuit. Elle va rester là jour et nuit. Hein. Alors vous voyez bien que c'est un bricolage, c'est un prototype. Le mot qu'on emploie en design pour désigner ce genre de choses, c'est du prototypage rapide. On teste, on essaye de voir si c'est une bonne idée ou pas. Et si ça nous permet de mieux comprendre cette question du piratage. Et donc, l'idée, c'est que cette cabine, elle va rester dehors pendant 2 semaines, et nous, on va regarder comment les gens s'en servent. Et donc là, on voit les gens découvrir cette cabine. Là, on a une photo où on voit, ben voilà, elle est à l'extérieur, et on voit bien, elle est faite avec du bois de base, enfin, c'est pas le produit fini. Ça veut dire aussi que pour les gens savent que c'est un bricolage, ils ne le prennent pas comme un produit fini. Un autre test qu'on a réalisé, alors ça c'était un thème vraiment intéressant, il y avait des opposants en fait au projet de... Enfin, je ne sais pas si vous saviez, mais il y avait des gens qui étaient opposés au projet de médiathèque, et en particulier les bibliothécaires bénévoles. Et la maire de Lezoux à l'époque me dit, bon, il y a des opposants au projet, et j'aimerais que vous ne les rencontriez pas. Et nous on dit, si, madame la maire, on va les rencontrer. Et on lui rappelle qu'elle a signé un contrat, on parlerait de ces questions de convention et de contrat, elle a signé un contrat dans lequel nous on a la possibilité de travailler avec les habitants et sans demander l'autorisation à la maire à chaque seconde. On vient dans le cadre d'un programme de recherche-action, puisque c'est comme ça qu'on définit ce travail, et le contrat prévoit que la maire nous laisse faire ce qu'on veut. Et donc on réunit, alors j'ai la photo, mais je ne la montre pas parce que j'ai une photo où on voit donc on a réuni un soir les opposants, ils étaient pour l'essentiel des bibliothécaires bénévoles, on voit bien, ils tirent un peu la tête, et l'ambiance est un peu raide, et il y en a un qui prend la parole et qui dit, bon, nous le problème qu'on a avec cette médiathèque, c'est que encore un équipement qui a été décidé par les élus, par le ministère de la Culture, c'est 6 millions d'euros, et nous, bibliothécaires bénévoles, on essaye depuis des années, sans budget, avec nos propres moyens, de partager notre passion pour la lecture autour de nous, et on ne nous consulte pas, etc. etc. Et de fait, il n'y a pas eu de discussion entre la collectivité et eux. Et en même temps, on continue la conversation, on essaye de creuser, et on s'aperçoit quand même que le problème, c'est peut-être qu'ils se sont mis aussi dans une mauvaise posture, c'est-à-dire ils essayent de faire sans en avoir les moyens ce que fait une médiathèque. Donc ils achètent des bouquins, mais évidemment ils n'arrivent pas à avoir le dernier Musso, ils n'arrivent pas à l'avoir. Ils courent après les dernières parutions, donc ils constituent bonnement malin un stock de 200-300 bouquins, ils font ça après leurs horaires de boulot, ils n'arriveront jamais à faire ce que fait une médiathèque. Et donc on essaie d'imaginer avec eux, parce que je ne l'ai pas dit, mais dans la première semaine, on avait repéré que des gens prêtaient leurs propres bouquins. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous disaient, oui, moi dans ma bibliothèque privée, des fois je prête à mes voisins, ou je prête à des gens. Donc on avait des indices, dans le boulot d'enquête, de détective dont je parlais tout à l'heure, on avait des indices qui avaient des pratiques de prêt. Les gens prêtent leurs bouquins. Donc on se dit quand même, peut-être là il y a une piste à tester, et ajouter au fait que dans l'équipe Damien avait travaillé sur les pratiques de ce qu'on appelle le book crossing, c'est-à-dire de prêt de livres. Il y a une époque à Paris où partout vous trouviez des bouquins dans le métro par exemple, vous preniez le métro le matin, il y avait un bouquin de poche à côté de vous, vous ne saviez pas pourquoi. En fait, il y a des gens, comme un bouquin de poche, ça ne vaut plus rien, leur marchand, ça ne vaut plus rien. Et donc il y avait des gens qui prêtaient ou qui donnaient même leurs propres bouquins. Puis il y avait même des associations qui se sont développées autour de ces trucs-là. Et Damien avait calculé qu'en gros, à l'échelle du département du Puy-de-Dôme, selon lui, selon ses calculs, il y avait potentiellement 5 à 6 fois plus de bouquins chez les gens. Si on additionne les bouquins que les gens ont dans leur bibliothèque privée, qu'il n'y en aura jamais dans l'ensemble des bibliothèques du département. C'est en fait le stock, il est chez les gens. Et si les gens sont en plus prêts à prêter leurs bouquins, si vous adoptez les deux, peut-être là il y a un rôle nouveau pour les bibliothécaires bénévoles. Pourquoi est-ce qu'ils se mettraient à stocker des bouquins si en fait ils peuvent travailler sur le stock que les gens ont chez eux? Donc ils pourraient encourager des pratiques de prêt.
Et donc on a travaillé sur cette hypothèse et pour voir si ça marchait, parce que tout ça c'est une hypothèse, pour voir si ça marchait, l'équipe a construit une sorte de médiathèque à roulettes. C'est le meuble que vous avez là à l'écran. On ne le voit pas, mais il y a des angles, je peux se le mettre dans le dos comme un sac à dos. Et on a fait le test suivant, cette mallette, on l'a donnée à un des bibliothécaires bénévoles en lui disant voilà, on va faire comme si c'était la semaine des recettes de cuisine auvergnate. Et si vous en êtes d'accord, vous allez mettre votre bouquin de recettes préféré, votre bouquin à vous allez mettre vos initiales au coin. Vous allez donner la mallette à votre voisin, vous allez lui dire la même chose, il va dire la même chose à son voisin, et nous on récupère la mallette dans 15 jours, et on regarde ce qu'il y a dedans. Et donc là, je ne sais pas si j'ai une photo où on le voit. Oui, on la voit. On a organisé une réunion autour d'un jus d'orange un soir, et on a invité tout le monde à voir ce qu'il y avait. On a ouvert de façon un peu cérémonieuse la mallette, et elle était pleine de bouquins. C'est-à-dire qu'on avait la preuve que si on l'outillait, les gens étaient prêts en fait, à faire ça. Et même il y avait un geste, il y a une forme d'engagement, c'est-à-dire que c'est le bouquin auquel ils tiennent, quoi. C'est le bouquin que ma mère m'a donné, auquel je tiens. Enfin, le bouquin devient un objet social en fait. Et ça leur a vachement plu. Et donc l'idée c'était de dire, finalement, peut-être qu'on peut développer une nouvelle, on peut repositionner le rôle des bibliothécaires bénévoles plutôt que d'être en concurrence avec ce qu'est une médiathèque, ce que sera la future médiathèque. Eux pourraient travailler sur les bouquins qui sont chez les gens, puis peut-être aussi couvrir des zones dans lesquelles ils n'iront jamais, qu'on ne parviendra pas à couvrir cette médiathèque, parce que c'est une médiathèque intercommunale, donc elle doit bien sortir bien au-delà de l'ESO. Donc là, il y avait une piste intéressante. Donc je vous passe, il y a eu d'autres tests en fait, c'est-à-dire que pendant la deuxième semaine, chaque jour on fait 1 à 2 tests de site, donc c'est un gros boulot de préparation. Hein. La mallette, il faut la construire, enfin, il y a une ingénierie, une logistique derrière tous ces trucs-là. Il faut les concevoir et concevoir aussi les protocoles de test. Et puis on laisse tous ces trucs-là vivre d'eux-mêmes et on revient 1 mois plus tard. Et la 3e semaine sert plus à monter en stratégie. Qu'est-ce qu'on a appris de ces tests? Qu'est-ce qu'on a appris de ce qu'on a vu sur ce territoire? Là, par exemple, c'est en 3e semaine qu'on a proposé aux élus de travailler, parce qu'on trouvait que les élus avaient du mal à formuler le projet politique de à quoi va servir cette médiathèque. Est-ce que vous voulez que les gens viennent à l'ESO de l'ensemble de l'intercommunalité? Est-ce que vous voulez qu'elle soit mobile, qu'elle aille au-devant des gens? Donc on a proposé d'organiser une réunion avec les élus pour les faire travailler sur leur projet de médiathèque en tant que politique, quoi. Parce qu'ils avaient du mal à se départir de l'idée d'une médiathèque. Ou une médiathèque, c'est un lieu où les gens viennent chercher des bouquins et point. Il n'y avait pas de réflexion de fond sur à quoi pourrait servir cette médiathèque ici. Donc on les a fait travailler là-dessus. Ce qu'on fait aussi dans ces projets, c'est que pour que le projet ne se déroule pas trop en boîte noire, c'est-à-dire genre comme si on était un cabinet d'études qui vient prendre le cahier des charges au début et puis on le retrouve 6 mois plus tard pour découvrir les résultats. L'équipe anime un blog où elle raconte tout ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire au fil de l'eau, les gens qui n'ont pas le temps de venir voir l'expérience, qui n'ont pas le temps de venir dans le lieu rencontrer l'équipe, l'équipe publie un blog, un journal de bord sur lequel elle dit aujourd'hui on a travaillé avec les bibliothécaires bénévoles, on a fait ça, on a testé telle hypothèse. Enfin, il y a une sorte de récit de type journal de bord du projet. Et c'est très important parce que d'abord ça permet à l'équipe de formaliser ce qu'elle est en train de faire, c'est un peu réflexif. Et puis concrètement ça permet à des élus concrètement de venir. Là on peut vraiment se tenir au courant de cette démarche, tout le monde n'a pas le temps de venir voir ce qui s'y passe. L'idée c'est d'être à l'inverse d'une opération un peu bizarre qui se tient en huis clos. Et il y a juste les policiers qui peuvent. Là, l'équipe, au contraire, essaye sans jargon, de raconter ce qui est en train de se passer, donc tout le monde peut suivre ça. Ce que fait pour vous expliquer aussi à quoi sert un designer il sert à concevoir. Et là, par exemple, fort de tous les indices qu'on avait collectés pendant ces 3 semaines, on est progressivement en mesure de raconter ce qui serait une sorte de vision de ce que pourrait être cette future médiathèque. Et l'équipe produit, par exemple, ce qu'elle appelle un plan d'usage de la médiathèque. Ce n'est pas un plan d'architecte,
Vous n'y trouverez pas une vision de chacun son boulot. Il y a un architecte qui va être choisi ensuite pour faire ce travail. Mais l'équipe dit en gros, fort de tout ce qu'on a appris pendant ces 3 semaines, des gens qu'on a rencontrés, on a l'impression qu'il pourrait y avoir tel type d'usage dans cette médiathèque. Elle raisonne en termes d'usage. Elle met des hypothèses sur à quoi pourrait servir la médiathèque, tous les usages que pourrait servir cette médiathèque. Alors, c'est trop loin pour que vous puissiez voir dans le détail, mais il faut que vous sachiez par exemple que la première semaine, l'équipe a aussi rencontré une association qui fait de l'éducation populaire à l'écriture. En gros, et en clair, elle aide des gens à écrire leur premier bouquin. Vous voulez écrire votre première nouvelle, elle vous aide à poser les mots, à écrire, et en plus, elle vous aide à imprimer ça en 50 exemplaires à la fin. C'est-à-dire qu'elle a une machine à imprimante, imprimante numérique qui vous permet de sortir 50 versions reliées de votre bouquin. Si ces gens-là avaient un rôle dans la future médiathèque, le fait que la médiathèque ne devient pas simplement un lieu de consommation culturelle, mais un lieu où on produit aussi. C'est-à-dire que les habitants peuvent venir, pas simplement retirer des bouquins, mais apprendre à écrire les leurs. Ça fait quand même sens. On avait travaillé aussi avec la mission locale et Pôle emploi sur l'hypothèse où peut-être que des gens qui viennent plus, ou qui viendront jamais, qui mettront jamais les pieds à Pôle emploi, viendront peut-être dans un lieu, si ce lieu est convivial, dans un lieu où on parle de littérature technique, par exemple apprendre à jardiner ou apprendre à réparer sa bagnole. Et du coup, peut-être qu'on peut remettre dans des cercles vertueux des gens qui ne mettront jamais les pieds chez Pôle emploi. Et donc, il avait été un peu décidé que dans cette médiathèque, on parlerait d'emploi, on parlerait d'insertion et choses comme ça. Du coup, à la fin, la médiathèque, elle est la vision qu'avaient les gens de la médiathèque, c'est-à-dire un lieu où on vient consommer des bouquins, devenait un lieu avec d'autres, qui répond plus aux usages et aux besoins de ce territoire, y compris des besoins économiques, sociaux, qui dépassent très largement le champ strict de la culture, et un lieu où on fait des choses. Dans ce lieu, il y a un lieu de boisson, il y a un débit de boisson, on peut prendre un café. Donc voilà, donc ce plan, cette démarche, elle a été annexée ensuite au cahier des charges adressé aux futurs architectes, et il a été choisi en fonction de ce projet. Alors, je sais pas, vous êtes allé à la médiathèque de je vais ramener quelques photos. Alors, évidemment, on mesure mieux le problème des politiques publiques, c'est-à-dire que tout ça prend du temps. L'opération, elle a pris 6 mois, mais il a fallu 5 ans à la médiathèque pour sortir de terre. En plus, il y a eu, comme d'habitude, il y a eu des fouilles, parce qu'ils ont trouvé de la céramique mérovingienne, ça a pris 1 an et demi de retard. Elle a été inaugurée en juin dernier, et ce qu'on sait pour l'instant, c'est que d'abord, avant même qu'elle soit ouverte, et du fait de la mobilisation qu'il y avait eu, 744 personnes s'étaient déjà inscrites, et fin août, elle a ouvert en juin, elle avait 4000 inscrits. C'est-à-dire 20% de la communauté de communes, c'est le chiffre que nous donne le directeur de la médiathèque, 20% des habitants de la communauté de communes en 3 mois, mordant sur l'été, se sont déjà inscrits à la médiathèque. Et elle est devenue immédiatement populaire. Je n'ai plus en tête le nombre de retraits qu'il y a eu. Et puis ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ils ont évolué en tant même que métier médiathécaire. Par exemple, ils avaient décidé que... En fait, ils ont changé totalement la vision de la médiathèque classique. Par exemple, le but, c'est pas de s'occuper des bouquins, c'est de s'occuper des gens. Donc les médiathécaires, ils ont conçu que le fait que tout ce qui est répétitif, par exemple, recevoir les bouquins et les donner, il y a un code barre, les gens le font eux-mêmes. En revanche, du coup, les médiathécaires ont plus de temps pour organiser des activités collectives, pour mener des projets qui font sens, pour aller chercher la mission locale, pour aller chercher d'autres structures. Donc il y a eu vraiment un changement de vision de ce qu'est une médiathèque dans le cours du projet. Et au fond, si ça a pu être fait, c'est parce qu'on a essayé de regarder un peu sous le radar quelles étaient les pratiques des gens, quels étaient les usages, qu'est-ce qui existait déjà comme potentiel dans ce territoire, et c'est ça qui a nourri le projet de médiathèque. Voilà, je voulais vous raconter ce projet parce qu'il raconte assez bien le type de démarche qu'on promeut. Alors, c'est une méthode, donc la méthode elle est assez elle est réduite à, enfin,
c'est 3 semaines d'immersion. Nous, on pense qu'il faut passer au moins 3 semaines sur un terrain pour le réinterroger, pour innover, même si on n'aime pas ce terme, mais je pense qu'un de nous ne l'aime. Donc on pense qu'il faut passer au moins 3 semaines, une fois plus que ça. Au-delà, on aimerait y passer beaucoup plus de temps, mais c'est une question de ratio, pas de coût. Il faut au moins 3 semaines pour faire ça. Il faut constituer des équipes pluridisciplinaires. Innover, c'est des métiers. Nous, on a des sociologues, des designers qui sont des spécialistes de la conception créative. Pourquoi on a des sociologues dans ces projets-là? C'est que moi, personnellement, je ne sais pas interviewer les gens. Ce n'est pas mon boulot. Il y a une éthique professionnelle, il y a une expertise professionnelle que je n'ai pas. Il y a des gens dont c'est le boulot de faire ça. Et donc, ce protocole, on l'a utilisé sur des sujets assez différents. L'année dernière, on a travaillé sur... il va y avoir des fusions de mairies d'arrondissement à Paris, et on a fait une résidence en mairie du 19e pour essayer d'imaginer comment les habitants pourraient être accueillis différemment. Par exemple, on a testé un truc qui a assez bien marché, c'est plutôt que d'être derrière leur guichet, pourquoi les agents vous accueilleraient pas dès votre arrivée dans la mairie, en se présentant chaleureusement, en vous disant est-ce que je peux vous aider, etc. Et on a travaillé avec des comédiens pour aider les agents, pour que les agents essayent ce nouveau mode d'accueil. On a travaillé sur les questions de présence administrative, je suis en retard, c'est ça, ouais. Sur les questions de présence administrative à Cluny, donc sur des zones périurbaines ou rurales. On travaille des fois à l'intérieur de la machine elle-même. Notre objet de recherche, il est arrivé que ce soit des élus. On a essayé de redesigner des élus, de comment travaillent les élus et comment on pourrait changer leur façon de travailler. Bref, cette méthode, on l'a fait une vingtaine de fois jusqu'à présent et c'est un de nos modes d'intervention. Alors, je vous dis un mot sur ce qu'est la 27e région dans le temps qui me reste. On décrit, nous, alors, on ne veut pas créer un cabinet conseil, parce qu'il n'y a pas de demande pour ça. Il n'y a pas de marché véritablement pour ça. On ne veut pas être un think tank, un cercle d'experts. Donc on a dit à l'époque qu'on serait un action tank, c'est-à-dire qu'on mènerait des expériences. Grâce à cette expérience, on apprendrait des choses. On a d'abord testé ces méthodes pendant 3 ans avant de devenir une structure. On ne voulait pas être une nouvelle structure où on commence à créer les statuts et puis après on se demande à quoi on sert. On voulait d'abord, pendant 3 ans, tester ces méthodes et les tester sur plusieurs terrains pour voir si elles fonctionnaient. Et ensuite, en 2012, on est devenu une association. Aujourd'hui, on a 23 collectivités et institutions adhérentes. Ça a démarré avec les régions qui ont voulu travailler sur des sujets comme le lycée. J'en ai pas parlé, mais on a beaucoup travaillé sur des sujets de citoyenneté au lycée, par exemple, ou circuit court au lycée, ce genre de choses. Maintenant, on travaille aussi pour les métropoles, les départements et de temps en temps les services de l'État. On est une petite équipe, mais sans un réseau d'une 60aine de professionnels, on ne serait rien. Chez nous, il y a des gens qui viennent moi, je viens des sciences de gestion, je ne suis pas designer, dans mon équipe, il y a des gens qui viennent de la socio et du design, mais surtout, nous, on a besoin de s'appuyer sur un réseau de professionnels dont c'est le boulot. On a un budget d'1 million d'euros pour faire tous ces programmes, alors je ne peux pas vous raconter tous nos programmes, et on a 2 types d'activités, la recherche-action, comme la méthode que j'ai décrite avant, et puis on a une fonction de centre ressources, c'est-à-dire qu'on fait des formations et des réunions de sensibilisation. Puis on a une petite activité internationale. Pourquoi on s'est créé? C'est important que je vous raconte au fond pourquoi on a fait ça. Au fond, nous, l'innovation, on s'en fout, c'est pas notre sujet. Nous, quand on a démarré, ce qui nous alertait, c'était qu'est-ce qui fait qu'une politique publique est plutôt un succès ou plutôt un échec. Et pourquoi on a tendance à observer depuis plusieurs années des politiques publiques qui ne fonctionnent plus. C'était ça notre sujet. Et on résumait en disant pourquoi la fabrique des politiques publiques est en panne. Cette fabrique des politiques publiques qui fait qu'il y a des élus qui prennent des décisions et qu'à la fin, c'est supposé changer la vie des gens, créer des crèches, etc. Pourquoi on a l'impression que sur un paquet de politiques publiques, logement, pas mal de politiques sociales, etc., ça ne marche pas. Et l'intuition, alors on n'était pas plus malin que les autres, mais l'intuition qu'on avait quand même, c'était les gens n'existent pas dans ces politiques publiques. Les individus, les agents, les bénéficiaires sont des variables d'ajustement de ces politiques publiques. C'est terrible comme constat, mais très souvent, quand même, les gens ne sont pas associés en amont. Enfin, les gens ne sont jamais associés en amont, mais on ne réfléchit jamais du point de vue des individus, des usagers. C'est d'abord la technostructure, c'est d'abord la bureaucratie qui arbitre la façon dont ça va se passer. Et les individus n'existent pas.
Notre autre inquiétude, c'était, on sentait déjà, il commençait à y avoir des suicides dans les administrations. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais chez Orange, même dans des régions où les conseils régionaux, on a vraiment l'impression que c'est un endroit un peu protégé, alors, on a commencé à avoir des suicides, bien sûr, dans les lycées de professeurs, mais aussi dans des enceintes, dans des directions générales de conseils régionaux. Et nous, pas mal de sociologues du travail s'étaient alertés du plein managérial, de gestionnaire, enfin de l'hyper-gestionnarisation de l'action publique, et que les fonctionnaires finissaient par passer leur temps à remplir des tableaux de bord, à penser en termes d'impact, d'objectifs, mais à ne plus faire le travail pour lequel ils étaient là. Donc, tout ça a été pour nous des sujets d'inquiétude. Et puis, un des sujets qui nous intéresse aussi, c'est comment rendre l'action publique à nouveau désirable. Les gens ont divorcé avec l'action publique. Enfin, les Français vivent une relation d'amour-haine avec leur service public, mais peut-être qu'on ne les aide pas à les désirer à nouveau. J'ai pris cette image d'un dépliant qui a publié une ville sur les smart cities, sur les villes de demain. Est-ce que ça fait envie de se projeter dans une ville où on ne voit même plus les gens, où on a l'impression d'être dans une usine? Je pense qu'il y a aussi une responsabilité des acteurs publics dans la façon dont ils parlent d'eux-mêmes, en fait, et qui donnent envie ou pas. Je termine avec cette grille qu'on s'est construite un peu progressivement en disant, nous, on pense que l'action publique devrait passer d'un idéal d'excellence. Vous savez, quand on fait l'ENA, quand on fait les grandes écoles, il y a une espèce d'idéal de produire des choses parfaites. La réalité, c'est que ça ne marche pas toujours. Et comment on passe d'un idéal d'excellence à un idéal d'ingéniosité? L'excellence, c'est pas la même chose que... Enfin, l'ingéniosité, c'est pas la même chose que l'excellence. L'ingéniosité, c'est un peu de la débrouille aussi. C'est une forme de... voilà, comment on arrive à faire des choses qui fonctionnent, quoi. Ça veut dire un certain nombre de changements. Je n'ai pas le temps de décrire là maintenant, mais par exemple, innovation en silo, transformation systémique. En fait, le sujet n'est plus l'innovation. Dans les collectivités, il y a des choses qui innovent. Le problème, c'est que ça innove par silo, c'est-à-dire que ça innove à la direction de l'éducation, ça innove à la direction sociale, ça n'innove pas ensemble. Ça n'innove pas de façon avec une vision globale. Donc chacun tire dans son angle, et tout ça ne permet pas de considérer, de changer les choses de façon globale. Comment on passe du contrôle, un management par le contrôle, qui coûte cher, qui n'est pas très efficace, à un management par la confiance. Si on pouvait à nouveau faire confiance aux gens dans les administrations et leur capacité de prendre des décisions, etc. Je ne veux pas tous vous les faire, mais en gros, voilà, on a essayé d'un peu de théoriser ce changement. Et pour les théoriciens que ça intéresse, les cultures qui sont derrière, c'est les cultures de ce que John Dewey appelle le pragmatisme. C'est un défenseur de l'État du début du siècle. Donc on est dans un rapport au pragmatisme, en fait. L'empowerment, je pense que vous connaissez tous, comment on redonne du pouvoir aux gens. La sérendipité, je ne sais pas si c'est un mot dont il vous a parlé hier. La sérendipité, c'est l'innovation par hasard. En fait, la plupart du temps, l'innovation, elle n'est pas de façon volontaire. C'est quand on veut inventer quelque chose qu'on invente en réalité autre chose. Et c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Donc, comment on encourage la sérendipité dans nos organisations? Comment on fait que cette innovation par hasard, elle arrive plus souvent? Le raisonnement abductif, c'est les théories, c'est Umberto Eco qui en parle dans la rose pourpre, c'est pas la rose pourpre du Caire, c'est le premier verset, dans Le nom de la rose, où en fait il innove en enquêtant. En fait. Il regarde sous le radar, il procède comme un détective le ferait. Bon, je suis en train d'exposer mon temps de parole. J'ai le temps encore, 5 minutes. Alors il m'a été demandé de vous donner un peu des... Donc vous l'avez vu, nous, on s'est construit nos propres méthodes, on a conçu avec des professionnels et on s'est inspiré de choses qui existaient déjà pour construire nos propres méthodes. Et si je devais maintenant donner des suggestions, des conseils, des alertes sur qu'est-ce qui permet d'innover, je pourrais dire ceci. D'abord, il faut créer des zones blanches, je ne sais pas si le terme est très adroit, mais il faut créer des endroits un peu protégés pour innover. Vous avez bien compris que innover, au passage, on a un truc que je vous conseille de faire, c'est à chaque fois que quelqu'un prononce le mot innover, il met 1 € dans le cochonnet, ou il paye l'apéro. Parce qu'il ne faut plus employer ce terme, il n'est pas assez précis. Voilà. Nous, on dit qu'il faut créer des endroits un peu protégés. Donc, par exemple, on aide les collectivités à
elles développent leur politique publique, mais elles vont créer un endroit, peut-être la prochaine fois qu'elles vont créer un nouvel équipement, elles vont tester une méthode différente pour le faire. Et il faut protéger cet endroit. Il faut que ça soit peut-être un peu moins médiatique, par exemple. Il faut le faire un peu sous le radar. Il faut donner le cadre et les règles du jeu. Si vous n'expliquez pas aux gens qu'il va falloir que les mots d'ordre, ça va être plus dans la participation, la bienveillance, l'écoute, la réflexivité. La réflexivité, c'est un mot, c'est un euphémisme pour dire la critique. C'est avoir le droit de critiquer sa propre organisation. C'est compliqué ça. Il vaut mieux que cette règle-là, elle soit explicite et qu'on dise là, sur ce projet, on va avoir le droit de faire et de penser différemment. Travailler avec des moyens professionnels. Moi, je pense que, par exemple, dans mon cas, moi je suis entrepreneur associatif, mais c'est pas mon métier de faire du design, c'est pas mon métier de faire de la sociologie. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire appel à des gens dont c'est le boulot. On peut faire de la créativité entre soi, je pense qu'on peut... Moi, je me familiarise avec les techniques de créativité, mais je pense que quand même, c'est un travail, c'est-à-dire qu'il faut à la fois que moi, je comprenne ces mécanismes-là, mais il faut quand même que je fasse appel à des gens dont c'est le boulot. Il faut éviter toutes les formes de fétichisme. Depuis quelques années, il y a un fétichisme autour du numérique. Le numérique va tout nous régler, ou le participatif va tout nous régler. Donc, travailler avec les gens va permettre de tout régler, c'est faux. La créativité. Mais la créativité, c'est très intéressant comme concept. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est pas le tout de trouver des nouvelles idées. Le plus difficile, c'est pas de trouver les nouvelles idées, c'est de les mettre en œuvre. Donc méfions-nous de tous ces termes. Donc il y a une des suggestions que je fais. Nous, on fait un truc avec les métropoles en ce moment. On a des séances où on décortique les mots d'innovation. Donc là, il y a des agents d'une douzaine de métropoles. On les fait travailler sur l'innovation sociale. Ils définissent ensemble ce que c'est que l'innovation sociale. Ils trouvent un cas précis d'innovation sociale. Et ils font aussi un travail, ils définissent des controverses de l'innovation sociale pour montrer que l'innovation sociale, ça a des limites, qu'il y a différentes acceptions de l'innovation sociale, etc. Donc on pense que c'est important de passer un peu de temps quand même sur le vocabulaire de l'innovation. D'autres types de conseils, c'est d'être dans l'action. L'innovation, c'est pas blablater et parler d'innovation, c'est faire des vraies choses, c'est essayer des choses. Donc, il y a ce qu'on coutume de dire les gens dans ce secteur, c'est il faut essayer une première fois, puis en fait il faut réessayer, puis il faut encore essayer. C'est vraiment ces formes d'innovation, c'est des formes d'essai-erreur en fait. Il faut tester, retester et retester encore. Il faut aller au-devant des utilisateurs extrêmes. Ça c'est un truc que je vous donne, quand on veut avoir des retours du terrain, il faut interroger et chercher à mieux comprendre les méga-utilisateurs et les non-utilisateurs, et les opposants. En fait, ce que je nomme utilisateur extrême, c'est, par exemple, dans ma médiathèque, c'est le type qui vient 3 fois par jour. Il connaît mieux le fonctionnement de la médiathèque que les agents eux-mêmes. Donc lui, il a des idées et des choses très intéressantes à dire. Mais il faut aussi rencontrer les non-utilisateurs, ceux qui ont tout profil pour venir et qui ne viennent jamais. Pourquoi ils ne viennent pas? Il faut rencontrer les opposants, parce qu'eux aussi, ils ont des choses à dire sur le dysfonctionnement de la médiathèque, etc. Donc, les utilisateurs extrêmes, pourquoi? Parce que quand vous arrivez à répondre aux besoins des utilisateurs extrêmes, vous arrivez à répondre aux besoins de tous. Les sondages, les trucs comme ça donne des données molles en fait. Les utilisateurs extrêmes, ils vous disent des choses, c'est un peu comme la culture on demande, elle vous dit des choses très fortes sur la société. C'est un peu pareil avec ce qu'on appelle les utilisateurs extrêmes. Et puis il faut agir systémique, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps penser global. Je mettais le chantier à Revin, on a travaillé sur la reconstruction d'un nouveau lycée à Revin dans les Ardennes, 40 millions d'euros. On disait c'était un lycée technique, on disait aux responsables du lycée, pourquoi vous ne créez pas un bar dans lequel les lycéens pourraient rencontrer les ouvriers du chantier du lycée, pour qu'ils puissent se parler ensemble de ce que c'est construire un nouveau lycée. En plus, c'était un lycée HPE, etc. Pourquoi on ne profite pas? Non, eux, ils avaient préféré mettre une césure totale entre le nouveau projet en train de se construire et les lycéens. Penser systémique, c'est penser à tous ces endroits où il peut y avoir des jonctions. Aller vers des productions tangibles. Nous, on utilise beaucoup le principe du prototype. C'est-à-dire, là, par exemple, on veut tester dans une gare ce que ça fait d'avoir une bibliothèque mobile. Faisons une fausse bibliothèque en carton. Prenons des bouquins et voyons ce que ça donne. Ça, c'est des productions tangibles. Moi, je vous conseille à chaque fois que vous lancez des démarches de créativité, assurez-vous que ça va aboutir même à un document, même à un schéma, à un dessin ou à un photo dans le meilleur des cas,
mais aboutissez à quelque chose de tangible que les gens vont pouvoir réutiliser, etc. Ne restez pas au stade des grandes idées. Habiliter les participants. J'aurais pas le temps. Si celui-là, j'avais quand même envie de vous le dire. Là, c'est un travail qu'on a fait avec, sur la présence des services publics en zone rurale. Et on avait un problème, c'est que la CAF n'arrivait pas à reconnaître la légitimité d'un médiateur, et c'est ce qu'on appelait des relais de services publics, parce que ce médiateur n'était pas agrémenté CAF. Ça, c'est un problème qu'on rencontre très souvent lorsqu'on a des espèces de guichets multiservices. Le type qui est devant son ordinateur, c'est un médiateur du relais de service public, et la CAF qui est à Mâcon ne veut pas lui donner d'infos parce qu'il n'est jamais passé par la CAF. Pourquoi il donnerait des infos sur... Lui, il donne une information de premier niveau sur la CAF, les acédiques et un tas de trucs aux habitants de Cluny, mais la CAF de Mâcon ne veut pas aider. Donc on fait la chose suivante, on invite une personne de la CAF à venir le regarder travailler pendant une journée. Alors là, on veut vraiment qu'elle le regarde travailler, elle est dans un angle, elle regarde, et le lendemain on fait l'inverse. Lui, il va aller à Mâcon, à la CAF, regarder comment elle travaille. On fait du vie-ma-vie, en fait, pour que on en est là, hein, pour que les opérateurs puissent être plus en empathie les uns les autres. Elle est revenue en disant, mais en fait, c'est super bien ce qu'il fait. Il fait un boulot de premier niveau qu'on ne peut pas faire nous. Mais pour ça, il fallait qu'elle le voie travailler. C'est ce que j'appelle outiller l'empathie. Il faut avoir des petits succès. Quand vous innovez, il faut s'arranger pour que les idées de projets qui en sortent soient on appelle ça des petits succès. Le truc qu'on va pouvoir mettre en place dès le lendemain matin pour que les gens voient un résultat tangible. Et puis il faut aussi avoir des idées à moyen et long terme. Là, on a travaillé sur la citoyenneté au lycée dans un lycée à Annecy. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un truc comme la citoyenneté au lycée? Ben là, l'équipe avait l'idée d'un speed dating en disant un des problèmes pour les lycéens, c'est un truc qu'on avait diagnostiqué, c'est que en fait, ils peuvent passer 6 mois ensemble dans le lycée et pas se connaître. Donc, comment dès la première semaine de la rentrée, on organise au bord du lac d'Annecy un speed dating où on va forcer les lycéens à se parler et à se rencontrer. Ça, c'est un truc qui a l'air con, mais du coup, ils l'ont mis en œuvre. Et puis surtout, on a pu le faire dès le lendemain matin, en fait. C'est-à-dire comment on arrive à avoir des petites innovations, des quick wins, on dit, des petits trucs qu'on va pouvoir mettre en place, mais il faut aussi se dire, après, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à moyen terme et à plus long terme. Et ce sera peut-être plus de moyens et d'investissement. Et voilà. La dernière séquence, mais peut-être qu'on peut le faire ensemble, c'était la question qui m'était posée, c'est... donc là, moi, effectivement, j'ai plutôt témoigné sur comment nous, on envisage l'innovation, comment on fait évoluer nos politiques publiques, quel type de méthode on utilise concrètement sur le terrain. Prenez-le comme une source d'inspiration possible. L'autre question qui m'était posée, c'était comment travailler, comment innover avec les collectivités, comment, par exemple, vous pouvez innover avec les collectivités. Alors, moi, je n'ai pas de réponse toute faite à ça. Moi, je passe mon temps à essayer de le faire depuis 15 ans ou 20 ans. Nous, on connaît quand même surtout les régions et les métropoles. Peut-être pour ouvrir cette conversation, pour continuer l'échange avec vous. Je ne sais pas combien parmi vous ont déjà travaillé dans des collectivités ou ont des relations suivies avec les collectivités. La vie des collectivités a considérablement changé ces 10-20 dernières années par les réformes, par un tas de choses. Et si on prend les régions, par exemple, ils sont vraiment passés à une lumière très compliquée qui est la loi NOTRe. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'en fonction des régions, je pense que si certains d'entre vous ont déjà parlé avec les interlocuteurs dans les conseils régionaux, ça varie complètement d'une région à une autre. Le président de la région Grand Est a démissionné avant-hier, tellement c'est dur de tenir bon pour rassembler l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. C'est-à-dire que c'est une réforme qui a été décidée il y a quelques années, mais elle n'est toujours pas digérée, et les équipes travaillent toujours à essayer de faire que ça va se passer. Donc les questions d'innovation, je peux vous dire en ce moment, c'est pas leur obsession, leur sujet, c'est déjà, on a des équipements en double ou en triple, à Strasbourg. Donc il faut se mettre dans la peau de ces collectivités qui en ce moment sont un peu à la peine. En plus, baisse de dotation depuis plusieurs années, ça continue. Donc
c'est peut-être une façon de démarrer la conversation, mais je pense qu'il faut bien chercher. Alors, il faut d'abord chercher à comprendre les collectivités un peu sur papier. Par exemple, moi, on en parlait tout à l'heure, les régions, l'entrée de vos sujets, ils n'ont pas déjà de compétences sociales. Donc, nous, c'est plutôt les départements, sur papier. Oui, mais les régions, elles ont quand même aussi le sport et la culture. Oui, mais c'est une compétence partagée. Ils ne sont pas les seuls à faire ça. Donc, il y a quand même... moi, je conseille à mes collègues déjà de lire le que sais-je sur les collectivités, pour comprendre déjà sur le papier comment ça marche, les collectivités, quelles sont leurs compétences. Et puis après, il faut comprendre aujourd'hui quelle est la psychologie, dans quel état d'esprit sont les collectivités. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les collectivités, quand elles voient arriver des associations, elles savent déjà qu'elles vont être... que c'est pour mettre la main en portefeuille. Il y a quand même les principaux instruments de travail de politique publique des collectivités, au moins pour les régions par exemple, c'est les appels d'offres, les appels à projets, et toutes les déclinaisons autour de ça, c'est les subventions. Dans leur paranoïa, parce qu'elles sont un peu des bureaucraties, elles portent des nouvelles politiques publiques, mais elles subventionnent. Quand elles vous voient arriver, elles ont besoin de savoir qui elles ont en face d'elles. Est-ce qu'elles ont quelqu'un qui vient co-construire avec elles des nouvelles politiques publiques? Est-ce qu'elles sont en face des candidats à des appels à projets? Il faut chercher à comprendre quelle est la psychologie de vos interlocuteurs. Il faut comprendre quels sont les objectifs de la mandature. Il y a ce qu'il y a sur le papier, et puis si on interroge Xavier Bertrand en Hauts-de-France, le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, vous allez entendre des choses radicalement différentes. Ils ont des priorités de mandature qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc il faut quand même passer un peu de temps à comprendre, évidemment statutairement, quelles sont leurs compétences, mais aussi quelles sont les obsessions du moment. Je disais tout à l'heure, en ce moment, un des trucs qui les obsède, c'est le changement d'échelle. Comment on prend des petites innovations et on les porte à l'échelle d'un territoire. Si vous, Ligue de l'enseignement, vous avez des propositions à leur faire, ou des programmes, ou des expériences à mener pour dire nous, on a des idées, on est un grand réseau et on sait parler de grandes échelles, ils vont être sensibles à ça. Le numérique, maintenant, ils s'en foutent. Le numérique, tout le monde en fait, c'est plus un sujet vers lequel il faut venir les voir. À la limite, ils vont se demander combien vous allez les taper pour acheter des tablettes ou des ordinateurs. Donc il y a un travail de compréhension psychologique à faire des collectivités. Il faut les prendre comme, je sais pas, c'est comme une personne qui a ses problèmes psychologiques. Là, en ce moment, ils ont plein de contrariétés, ils ont leur contingence, c'est des bureaucraties aussi, c'est des élus, etc. Ils sont tiraillés en interne. Comment on essaie de mieux comprendre la psychologie de ces collectivités pour aller les voir avec des propositions. Et donc c'est peut-être de ça dont il faudrait parler, c'est quelles sont les propositions innovantes avec lesquelles vous pouvez venir les voir. Voilà, je suis bavard, mais j'ai tenu 40 minutes, presque. Ah mince. Merci bien pour cette explication. Et on reste. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Et je vous garantis, je viens de le repréciser au grand organisateur local, qu'à 45 on passait à table. Ça nous fait moins de 10 minutes pour un échange rapide. Ça nous fait 6 minutes. Patrick. C'est par rapport à votre présentation sur le projet médiathèque. Le temps est court mais aussi long. 5 ans, c'est la durée d'un mandat. Pour un citoyen, c'est des citoyens qui demandent des réponses immédiates, des réponses à court terme. Comment le projet s'est géré sur les 5 ans voilà, parce que pour moi, alors là, je transfère un peu par rapport à nos activités, notamment sur la question des accueils de loisirs, parce qu'on pourrait être amené à créer, à imaginer des accueils de loisirs de demain, mobiliser les populations, appeler faire appel à vous, et puis de l'imaginer. Mais l'accueil, on en a besoin aussi immédiatement. Quoi. Donc, et ces 5 années, comment elles se sont gérées dans le projet? La chance qu'on avait, c'est que le directeur de la médiathèque a été recruté pendant notre expérience. Donc il a vécu tout ce cycle, et lui, il a pris au pied de la lettre l'idée que peut-être il a utilisé, alors lui, il n'imaginait pas que ça serait 5 ans, il espérait que sa bibliothèque, elle viendrait 2 ans après,
Mais il s'est dit, moi je vais utiliser le temps entre la résidence et l'ouverture de cette médiathèque pour expérimenter, pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'il a fait vivre un peu cette médiathèque, il a simulé des services et des dispositifs que rendrait cette médiathèque. Il y a des choses qu'il a laissé tomber. Je crois que la cabine, il l'a créée, ils ont créé une vraie cabine. Il y a d'autres idées qui étaient sorties qu'il a laissé tomber. Donc il a continué la simulation de cette médiathèque, si bien que le jour où elle était ouverte, tout était prêt d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il ne partait pas from scratch. Il avait déjà simulé tous ces trucs-là, il a été beaucoup plus loin que nous encore. Donc effectivement, il a pris son parti du temps de latence entre la résidence et l'ouverture officielle de la médiathèque, pour dire, bon, puisqu'elle n'existe pas, on va faire comme si elle existait, on va simuler des tas de services. Et quand la médiathèque ouvrira, on aura déjà des gens qui les auront utilisés, on aura évacué les mauvaises idées, on aura poussé plus loin les bonnes, et la médiathèque, elle ouvrira avec tous ces trucs-là. Donc voilà, il en a fait son parti en fait. Je suis sûre que Sandy a une question. En fait, j'ai envie de réagir à ce que dit Patrick, parce que notre problématique, c'est la temporalité. Notre problématique, c'est la temporalité, et on n'est pas tout à fait dans la même posture qu'une structure adossée à la Ligue, ce que nous, on vient de créer dans notre fédération, une structure adossée à la Ligue, de faire toute l'ingénierie de action. Par contre, ce que vous nous proposez, c'est là où il y a quand même une ambiguïté, c'est-à-dire on peut travailler, on peut aller voir une collectivité et leur dire on a naturé des choses, etc. et on travaille avec vous sur votre mandat. Sauf que notre réalité, c'est on la vit pas à la journée, mais quasiment à la minute, de se demander qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer à 14h. Quel rendez-vous on doit honorer, quelle personne on doit aller voir, recevoir tel collaborateur, travailler tel projet, etc. Donc on est un peu dans des contradictions. On a besoin de temps parce que ce qu'on produit, ça doit s'inscrire dans le temps. Et la Ligue elle a 150 ans, mais ça serait bien qu'on puisse écrire les 150 autres années, pas avec chacun d'entre nous, mais qu'on y participe. Et en même temps, pour pouvoir faire ça, nous, notre préoccupation, c'est est-ce que notre fédé, notre service, notre action, elle sera encore présente demain ou après-demain. Donc, quelque part, vous nous proposez, vous nous interrogez, vous nous proposez sur peut-être une autre manière de voir les choses. Je ne sais pas si c'est un paradigme complètement différent, mais sur peut-être le fait d'aller voir les collectivités ou d'autres types de partenaires en y allant déjà avec quelque chose sur 5 ans, sur 6 ans, ça dépend des mandats des uns et des autres, et de nous sortir de notre quotidien et de travailler le long terme, ce qu'on ne fait plus, parce que notre préoccupation, elle est à la minute. Voilà. Et en même temps, c'est une garantie de survie d'être réactif, mais en même temps, ça peut être extrêmement dangereux parce que être que dans la réactivité, ça participe de notre extinction, je vais dire. Donc vous nous proposez quelque chose qui est très attrayant, mais qui est un petit peu compliqué. Pour sortir de cette contradiction, j'ai envie de revenir à peut-être un constat qu'on fait de façon générale, c'est que des institutions, toutes les institutions, à notre avis, manquent aujourd'hui d'une zone de R&D, c'est-à-dire le temps long dont vous parlez, se projeter, tester des approches différentes, c'est un investissement, ça mobilise du temps, c'est pas compatible, comme vous le dites, avec les affaires courantes, etc. Oui, mais de plus en plus, il va falloir s'équiper de ça. C'est-à-dire que je suis gêné tout le temps de cette analogie, mais quand un industriel qui construit des avions, s'il n'a pas sa zone de R&D pour imaginer l'avion dans 20 ans, on va dire l'industrie française, elle n'investit pas dans la R&D, etc. Et les acteurs publics, les institutions en général, à mon avis, manquent de leur zone de R&D. Donc c'est un investissement. Ça veut dire aussi qu'il faut mobiliser des moyens pour ça. Un des exemples qu'on connaît le mieux dans le paysage, c'est le gouvernement danois qui a créé il y a 17 ans
Ça veut dire qu'il a vu passer 4 ou 5 gouvernements. Il a créé un laboratoire qui s'appelle le MindLab, qui est une équipe qui est un peu la mémoire du gouvernement depuis 17 ans et qui fait un travail long de recherche et développement. Il travaille avec des chercheurs, il travaille avec des sociologues, des designers, c'est une vingtaine de personnes. Ils ont un espace où ils font travailler les fonctionnaires avec des habitants, des entreprises, etc. Effectivement, c'est un peu le temps long du gouvernement. Les gouvernements changent, leurs financeurs changent souvent, mais eux, ils restent, ça existe depuis 17 ans. Et c'est un peu comme ça participe de ce qu'on aime au Danemark. Il y a des bonnes politiques sociales, de l'innovation sociale. Ben, c'est pas un hasard, c'est aussi parce qu'ils s'équipent d'outils comme ça. Donc, le message que je veux faire passer, c'est l'innovation, si on doit l'appeler comme ça tombe pas du ciel. C'est pas un coût, mais c'est un investissement. Mais il faut investir là-dedans. Et je pense que vous avez raison de dire que ça peut pas être que vous, dans le maelstrom du quotidien, qui faisait ça. Il faut peut-être qu'il y ait à côté de vous ou avec vous des endroits où vous pouvez faire ça. Nous, on demande par exemple aux directeurs, quand on travaille avec des collectivités, en ce moment, on aide 10 métropoles à se créer leur laboratoire d'innovation sociale. Mais on demande au directeur général qu'il y ait une lettre, parce qu'on a besoin de travailler avec les agents, il faut qu'ils puissent dégager 40 jours pendant les 18 mois qu'on va travailler avec eux. S'ils ne dégagent pas ce temps-là, ça ne marchera pas. Mais en plus, nous, on met des équipes. Il y a des sociologues et des designers qui vont travailler toute cette durée-là. Donc, c'est des investissements. Ça ne tombe pas du ciel. Petit complément de réponse. On partage vraiment l'analyse que les collectivités locales, elles ne sont plus elles ne se projettent plus à long terme. On disait dans les grandes villes, dans les années 80, qu'il y avait eu des maires constructeurs, enfin des bâtisseurs, et qui avaient une vision de leur cité sur 20 ou 30 ans. Allons interroger maintenant les élus locaux, où qu'ils soient territoires urbains ou ruraux, il n'y a plus une approche à long terme comme cela. Du coup, il y a des bons vieux mouvements d'éducation populaire, et c'est peut-être ceux-là, les derniers, qui sont en capacité, parce qu'ils sont capables de jeter un regard sur ce qu'ils ont fait, comment la société a évolué juste les 150 dernières années, et que du coup, il y a un truc qu'on est en train, on est vraiment dedans là, c'est qu'on est en train de vivre une démarche de prospective à la Ligue de l'enseignement. Il y a quelques groupes qui y travaillent, au local, au national. L'idée, c'est de rendre compte au réseau, au Conseil d'administration nationale, au réseau, dans des événements nationaux, et d'en rendre compte au final, à l'occasion de l'Assemblée générale à Perpignan en juin 2018, de ce travail de prospective. La question que les ligueurs ont décidé de se poser est à peu près la suivante: former le citoyen en 2040, point d'interrogation. Ça nous renvoie au projet originel de Jean Massé, et ça nous oblige à nous projeter sur comment on imagine la société dans une vingtaine d'années, et en conséquence le rôle qu'on souhaitera y jouer. On a encore les moyens de pouvoir se payer ce luxe-là, de réfléchir à long terme, et c'est ça qui fait qu'on a un mouvement d'idées, ou que notre action ne sera jamais déconnectée de la partie mouvement d'idées. Voilà. 5 minutes. Une dernière question, réaction, témoignage. Vous avez faim? Ouais. On s'arrête là. Merci pour votre attention, Sophie. Merci.